Alexis Lacroix, bonjour. On vous retrouve pour une deuxième journée autour de Raymond Aron, le penseur des prochains jours. Raymond Aron, ce que nous lui devons, c'est votre ouvrage remarquable aux Presses de la Cité, qui est à la fois une biographie et une synthèse de la vision de Raymond Aron, et ça éclaire ce côté prophète qu'il avait, c'est stupéfiant. Je voudrais qu'on parle ce matin d'Israël, de l'antisémitisme, mais je vais partir, ça va peut-être vous surprendre, de la page 165 où vous parlez de la guerre d'Algérie. Et vous dites, il a suffi au FLN de ne pas perdre militairement pour gagner politiquement. J'ai pensé au Hamas en lisant ces pages. Est-ce qu'on est dans le même cas aujourd'hui? Alors je l'ai écrit, ce livre, je suis sincère avec vous, entre avril dernier et août dernier. J'ai ajusté après des petites choses, mais le chapitre... C'était avant le 7 octobre. C'était avant le 7 octobre. Bien sûr, dans le cas de la guerre d'Algérie, on va dire que Raymond Aron joue contre son camp, enfin je veux dire contre la droite républicaine. Il est au Figaro, il éditorialise Mais c'est le camp de la lucidité. Voilà, et il dit à ses amis du Figaro qu'il aime beaucoup, mais il leur dit, vous vous plantez totalement. Le sens de l'histoire qui existe tout de même dans l'événementialité, nous sommes dans la condition historique, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a quand même du sens de l'histoire, ça existe. Le sens de l'histoire, c'est que vous ne pourrez pas empêcher les Algériens musulmans de s'autodéterminer sous une forme nationale et à terme, effectivement, d'imposer aux colonisateurs français l'indépendance des 3 départements concernés, Oran, comme vous savez, Constantine et Alger. Voilà ce qu'il leur dit. Ça fait une bronca incroyable. Ça prouve d'ailleurs que les phénomènes de censure que nous constatons aujourd'hui dans les médias existaient déjà à l'époque. Et la direction générale du Figaro lui dit, bon écoutez, vous êtes bien gentil Raymond Aron, vous êtes certes Raymond Aron, mais vous allez cesser d'écrire sur la guerre d'Algérie. Ouais. Ça n'est pas possible pour nous de publier des éditoriaux qui vont tellement à l'encontre de la ligne officielle du parti. Il ne pouvait pas supporter cette pensée. Aujourd'hui, on a du mal aussi à faire admettre qu'il faut éradiquer militairement le Hamas si on ne veut pas que derrière le problème recommence. Bien sûr. Face à une doxa de l'humanitaire, du cessez-le-feu, etc. La doxa du cessez-le-feu, c'est évidemment la doxa de ceux qui veulent désarmer Israël. Voilà. Donc il va de soi qu'arrêter cette guerre serait, acter la défaite militaire et donc stratégique de l'État d'Israël. Mais je pense aussi, et là je vais être courageux si vous voulez, je pense aussi qu'il faut aller plus loin dans le raisonnement. C'est-à-dire, mettons-nous à la place de Raymond Aron aujourd'hui. Imaginez, nous avons Raymond Aron à Radio J et à Actualité Juive. Qu'écrirait-il, que dirait-il? Il dirait, il faut mener cette guerre jusqu'au bout, naturellement, précisément, pour que le Hamas ne puisse pas crier victoire. On est bien d'accord. Et puis derrière, il analyserait avec la finesse qui le caractérisait, le vrai parrain que nous connaissons tous, qui est une ombre très menaçante sur le Moyen-Orient et qui est décidé à y semer la mort et le chaos pour enrayer tous les processus de paix possibles qui existaient pourtant de manière extrêmement structurante depuis 2020. Et c'est ce parrain... Il écrirait sur l'Iran beaucoup. Naturellement. Et on peut penser, et là faisons de la politique fiction, on peut penser que s'il était avec nous ce matin, cher Christophe, il nous dirait l'Iran c'est l'équivalent en quelque sorte par la létalité de ce que fut l'Union soviétique des débuts, c'est-à-dire des années 60. D'où l'enjeu du nucléaire d'ailleurs sur l'Iran. Évidemment. Donc là, voilà. Mais pour autant, et là j'en termine par là, je pense aussi qu'il ne faut jamais perdre de vue un élément fondamental chez Aron. Il vient d'une affectivité de gauche. Or vous savez, j'allais vous dire, dans son cas ça vaut aussi de gauche un jour, de gauche toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son idéal personnel, lié à son kantisme de formation, demeure tout de même la paix. Il ne perdrait pas de vue l'étape d'après. Il dirait, il faut finir la guerre. La solution politique. La solution politique. C'est un homme, fondamentalement, Raymond Aron est un homme de la mesure et du shalom. C'est quoi le shalom, hein? C'est plus que la paix simplement au sens, de la cessation des hostilités. C'est un idéal humain, humaniste, qui est au cœur de l'esprit du judaïsme. Et je pense que lui, qui était un juif parfaitement déjudaïsé, l'avait pourtant en pilote intégré, j'allais dire, dans son cerveau. Donc il dirait, oui, bien sûr, la grandeur des Israéliens, ce sera d'aller jusqu'au bout de cette guerre, mais de savoir faire ensuite la paix. Autre vision, là aussi tellement lucide, page 71, vous le décrivez. Il a vu comment derrière l'antisionisme se cachait un nouvel antisémitisme. On peut dire qu'il est, vous avez absolument raison Christophe, l'un des premiers au fond à avoir identifié la bête immonde, ou plus exactement le recodage de son lexique. Le recodage. Voilà, le recodage de sa grammaire. C'est-à-dire qu'au fond, nous savons bien, depuis les travaux de Sir Robert Wistrich, que j'ai bien connu moi d'ailleurs, quand j'étais journaliste à l'Express et à Marianne avant, nous savons bien que l'antisémitisme, à chaque époque, il trouve de nouveaux registres. En gros,
Raymond Aron a saisi le premier, je crois, à partir de la rupture de 1967, que sous pavillon soviétique, le langage de l'antisémitisme pivote complètement. Ça avait commencé d'ailleurs, il était d'ailleurs monté au front à l'époque au Monde, avec le procès dit des blouses blanches. Vous savez, ces médecins soviétiques persécutés par Staline en 1952 pour cause de, disait-on déjà, sionisme. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Sous pavillon soviétique, mais en fait de toutes les gauches européennes, le sionisme devient le nom de code du judaïsme. Et quand on dit « je suis antisioniste », on dit « je déteste les juifs ». Voilà, et depuis, ça n'a fait que croître et empirer, et ça s'est généralisé, ça s'est métastasé. Quand il dit en guerre froide avec ses voisins, l'État d'Israël est voué à un destin héroïque et limité », que dit-il? Il rêve ce qui sera les accords d'Abraham, la fin de cette guerre froide, il plaide pour un État palestinien pour cohabiter? Destin héroïque et limité n'est pas sous sa plume, je crois, un qualificatif de dévaluation. Ça consiste pas à dire, comme jadis un ambassadeur anglais, ça avait été rapporté il y a une vingtaine d'années, cette shitty little country. Il dit pas du tout ça. Il ne méprise pas Israël. Il constate simplement l'encerclement d'Israël. Il constate l'obsidionalité territoriale d'Israël. Mais limité, c'est pas limité dans le temps. Ça non, c'est limité dans la géographie. Non. Raymond Aron n'a jamais adhéré aux thèses dégueulasses qui parfois existaient au Quai d'Orsay, selon lesquelles l'État juif serait une expérience temporairement limitée. Non, une expérience limitée, ça veut dire une expérience limitée géographiquement. Or, tout l'objet des Israéliens les plus intelligents depuis maintenant plusieurs décennies, c'est d'élargir l'espace d'existence d'Israël. Non pas pour conquérir les autres pays, ça c'est un fantasme d'antisémite, mais en revanche pour nouer des alliances dans sa région naturelle. C'est ça la stratégie d'Israël. Nous sommes certes un État petit, 22 000 km² en gros, mais nous pouvons nouer des alliances. Et en nouant des alliances, nous allons nous désenclaver dans le monde arabe. D'ailleurs, c'est la stratégie, par parenthèse, que Benjamin Netanyahou avait mise en œuvre en 2020. Et c'est une stratégie sur laquelle, pardonnez-moi l'expression vulgaire, les Saoudiens avaient topé. Ils avaient dit, on est OK, on est d'accord avec vous pour aller vers ça. Et évidemment, quelle est la puissance de mort qui aujourd'hui veut empêcher cet élargissement, en quelque sorte, diplomatique d'Israël? C'est l'Iran. On y revient toujours. La France est-elle intrinsèquement antisémite? Bien sûr que non. Ça, c'est absurde, si vous voulez. Et d'ailleurs, Bernard-Henri Lévy n'écrit pas ça dans l'idéologie française. En revanche, il y a deux France. C'est-à-dire qu'il y a, depuis longtemps, depuis l'affaire Dreyfus, au fond, il y a une France qui va naturellement retrouver le lexique de l'antisémitisme. Et je crains de devoir dire aujourd'hui que cette France est assez bien représentée dans la formation en pleine dérive de Jean-Luc Mélenchon, dans son aubonisation et dans sa corbinisation. Je crois qu'on peut dire ça. Mais en revanche, écoutez, franchement, réduire l'histoire de la France, depuis les rois, depuis nos rois, nos 40 rois, jusqu'à la République, jusqu'à la Troisième République, jusqu'à Adolphe Crémieux, l'Alliance israélite universelle, à l'antisémitisme, c'est une débilité profonde. Et je crois d'ailleurs que ça ne correspond pas à la ligne du judaïsme français. Le judaïsme français, depuis Zadok Khan jusqu'à Chaim Korsia aujourd'hui, est un judaïsme français qui a parfaitement compris qu'il avait des alliés en dehors de la communauté juive. Faut arrêter ces bêtises-là. Néanmoins, ce sont des essentialisation négative de la France qui ne correspond aucunement à sa trajectoire de grandeur dans l'histoire des nations. Néanmoins, quand on voit après le 7 octobre des gens très propres sur eux, des dames en manteau, arracher les affiches des otages, on s'interroge. Ça, c'est autre chose. On s'interroge, c'est pas des militants et les filles. Christophe, ça c'est autre chose. Ça ne veut pas dire que la France est antisémite. Ça veut dire qu'il y a des Français d'une droite propre sur elle. Et Rachida Dati, d'ailleurs, avait, avec une certaine intelligence, à l'époque, alerté là-dessus. Dans son arrondissement, le 7e, qui est, on va dire, un balcon, en quelque sorte, sur la bonne bourgeoisie, orléaniste. Elle avait dit, il y a quelques années déjà, et ça c'était intelligent de sa part, elle dit parfois des bêtises, mais là c'était intelligent. Elle avait dit, oh là là, je les sens, ces vieilles rombières, qu'est-ce qu'elles sont antisémites. Alors ne généralisons pas, évidemment, mais en revanche, bien sûr, vous avez ce vieil antisémitisme français qui a donné en réalité le pétainisme. Oui, le pétainisme, c'était ça. C'était une bourgeoisie qui se dit, on livre les juifs, on abandonne les juifs et on aura la paix. Oui. Et cette tentation, bien sûr, existe dans des secteurs de la bourgeoisie française aujourd'hui. Mais c'est pas là où on croit. C'est-à-dire que précisément, si vous voulez, vous allez avoir des gaullistes old style, un peu autoritaires sur la forme, ou des socialistes old style, un peu has-been, dit-on dans les médias branchés, qui eux, en revanche, résistent à ce démon-là. Donc attention, arrêtons avec ce récit fantasmatique d'une France qui serait naturellement portée vers l'antisémitisme. Ça n'est évidemment pas la réalité historique, Christophe. Combat, position surprenante de Raymond Aron, c'est page 192 dans votre livre.
Il est contre la double nationalité. Il dit on peut être français de confession juive, bien sûr, mais être français et israélien, ça lui semble impossible. Bon, alors, pourtant, aujourd'hui, c'est la banalité. Bon, alors évidemment, aujourd'hui, on lui dirait Raymond, t'es bien sympa. S'il était dans une conférence de rédaction de Radio Givre, on dirait t'es bien sympa, mais il y a la mondialisation. Bon, ok, voilà. Donc, mais tu fais l'impasse sur la réalité des vies d'aujourd'hui. Les mariages mixtes, etc. Et puis ce qu'on appelle les aliotes Boeing, l'alia Boeing. Beaucoup de gens vivent entre Paris et Tel Aviv, et ça ne pose pas de problème. Et ils sont pour autant de bons Français. Voilà. Bon, ok, il le reconnaîtrait d'ailleurs. Mais quand il parle de cela, d'abord, c'est dans un contexte, il faut toujours historiciser les propos. Et il dit autre chose. Il dit surtout son affection, sa dilection pour cette France républicaine qu'il est de bon ton maintenant dans les médias branchés de diffamer comme antisémite ou comme islamophobe. Il dit non, nous devons, nous, juifs, alors en l'occurrence juifs alsaciens et lorrains dans le cas de sa famille, mais nous devons énormément à ce pays. Et d'ailleurs, il fait du Finkielkraut, si vous voulez, avant l'heure. Il dit, écoutez, franchement, on doit énormément à ce pays, arrêtons de cracher dessus, arrêtons de cracher sur son histoire. Il faut se vouer à lui. Arrêtons de dire que tous ces héros étaient en fait des antisémites cachés. Et je crois qu'il dit cela. Et donc, c'est pas tellement la polémique sur les passeports, c'est pas tellement son objet, oui. C'est plutôt de dire, nous, juifs, en tant que Français juifs, nous devons être à l'avant-garde, en quelque sorte, de la défense de la France éternelle. Mais c'est la France aussi de De Gaulle et du peuple sûr de lui-même et dominateur. Oui, mais croyez-vous réellement que De Gaulle, quand il dérape aussi gravement dans ses conférences de presse, en reprenant un lexique qui est celui de l'antisémitisme moderne d'ailleurs, celui de Drummond, celui de Toussenel, de gens comme ça, croyez-vous vraiment qu'il représente 43 millions de Français de l'époque ? Franchement, je vous pose la question, Christophe. Non, bien sûr, mais il tente un effet de levier diplomatique uniquement, par cynisme. Alors écoutez, moi je ne suis pas un spécialiste de Charles de Gaulle. Mais Aron, lui, en est profondément blessé. Mais il a raison. Il en fait un livre. Mais il a raison. Il y a une rupture avec l'adhésion à la France. Mais il a raison. Mais là aussi, revenons sur Terre. De Gaulle drague-t-il les Français en disant cela ou drague-t-il les Arabes ? Je crois qu'il est plutôt dans une stratégie à l'international de renouement avec un monde arabe nassérien à l'époque, en l'occurrence, c'est-à-dire foncièrement anti-israélien. Et il a, à tort ou à raison, d'un point de vue réel politicien, la perception que 5 ans après l'abandon de l'Algérie, il lui faut renouer, reprendre pied dans le monde arabe. Et donc, quand il dit cela, c'est plutôt à destination d'un monde arabe en voie d'islamisation. Alexis Lacroix, le penseur des prochains jours. Eh bien, ce penseur, il s'appelle Raymond Aron, c'est aux Presses de la Cité. Merci, bonne journée. Merci à vous.